Mardi 17 décembre, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'information dans notre tour d'actualité ce soir. Des SMS pour prévenir la population en cas de risque majeur. Le dispositif FR Alert sera bientôt opérationnel au Fénois. Un test sera effectué en janvier. Objectif, informer rapidement et orienter sur la conduite à suivre. Le dossier JPK, une affaire hors norme. 27 ans après sa disparition, la famille de l'ex-journaliste Jean-Pascal Couraud réclame que justice soit faite. Elle garde espoir avec la récente désignation d'une nouvelle juge d'instruction. Troisième lauréat de l'appel d'offres de fermes solaires lancé par le pays, la société EDTNJ a inauguré ce matin ses nouvelles installations. Au total, 16 500 nouveaux panneaux qui devraient permettre d'alimenter 4 000 foyers. Après le solaire, la solidarité. À Papeete, l'association Tutelle-Gère a offert un repas partagé à une centaine de personnes majeures qu'elle accompagne. Un petit moment de partage auquel se sont jointes nos journalistes. À seulement 4000 km de chez nous, nos voisins des Vanuatu ont été frappés hier par un important séisme. Plus de 100 000 personnes seraient affectées par les conséquences de ce tremblement de terre et surtout, un bilan humain qui fait déjà état d'au moins 14 morts et des images d'un territoire endommagé par la force de la nature. On fait le point avec Thomas Chabrol. Des bâtiments effondrés dans les rues de Port Vila, la capitale. Les secours s'organisent tant bien que mal pour porter assistance aux victimes. Le séisme de magnitude 7,3 sur l'échelle de Richter a causé d'importants dégâts. Selon des témoignages, des corps ont été aperçus sous les décombres. Le gouvernement du Vanuatu a déjà fait état de 14 décès confirmés et de 200 blessés soignés à l'hôpital. Le dispositif France de coordination de l'aide humanitaire d'urgence entre la France, l'Australie et la Nouvelle-Zélande est activé. Un avion Falcon des forces armées françaises en Nouvelle-Calédonie se rend sur l'archipel. C'est d'abord la Nouvelle-Calédonie qui assure la mise en œuvre de ce dispositif et la Polynésie française reste en soutien pour apporter également son aide aux territoires concernés. On reste vigilant à l'écoute des différentes autorités et on se mobilisera le cas échéant en cas de besoin. Toute la nuit, des opérations de déblaiement et de secours se sont organisées pour porter assistance aux habitants. Dans cet archipel vulnérable face aux catastrophes naturelles, les Nations Unies estiment que 116 000 personnes pourraient être affectées par les conséquences de ce séisme. Plusieurs glissements de terrain ont été constatés comme sur la zone du terminal maritime international. Les vols commerciaux à destination du Vanuatu sont annulés. L'épicentre du séisme a été localisé à une profondeur de 43 km en mer, à seulement 30 km à l'ouest de la capitale Port Vila. Les Vanuatu hier, Mayotte samedi dernier. Les territoires insulaires sont particulièrement vulnérables face aux catastrophes. En Polynésie, le dispositif France Alert permettra bientôt d'avertir la population en cas de risque naturel, mais aussi technologique. Un système présenté ce matin à la presse, vecteur d'information parmi d'autres. Les précisions de Sophie Guébel. Ne vous étonnez pas si lors d'une prochaine alerte cyclonique, par exemple, vous recevez un SMS accompagné d'un bruit strident. Ce sera grâce au nouveau dispositif FR Alert. Il vous informera en temps réel du danger et de la conduite à tenir pour se protéger. Il permettra également d'informer la population durant toute la durée de la crise. Ce sera un nouvel outil pour alerter les populations en cas de danger, alors vraiment sur les dangers graves et imminents. Et cet outil, grâce aux technologies des téléphones mobiles, donc, permettra d'alerter les populations qui seront vraiment dans les zones géographiques concernées par le danger. Par exemple, si on dit on veut cibler l'alerte sur les Australes, on ciblera avec l'opérateur la cartographie des Australes et ce sera uniquement les personnes qui sont aux Australes qui recevront l'alerte. Le message d'alerte est d'abord saisi par le Haut Commissariat, diffusé aux opérateurs de téléphonie, puis transmis aux antennes réseau de la zone de danger. Déjà opérationnel dans les pays européens, le dispositif sera officiellement en place au Fénois le 1er février. Opérationnel seulement si la phase de test est réussie. Elle aura lieu au mois de janvier.
En janvier, on procédera à des tests, dits de tests de bout en bout, qui commenceront du haut commissariat et qui finiront sur les téléphones portables de la population polynésienne, sur différents territoires. Et en février, le système pourra rentrer en fonction et être opérationnel. On veillera à indiquer vraiment précisément que c'est des tests pour ne pas alerter inutilement la population, pour ne pas créer un vent de panique. Alors attention, lorsque vous recevrez l'alerte en janvier, il ne s'agira que d'un exercice. Le dispositif FR Alert ne remplace pas les systèmes d'alerte déjà existants sur le territoire. Il sera utilisé uniquement en cas de crise majeure. 27 ans après, l'affaire JPK n'est toujours pas élucidée. La famille de Jean-Pascal Courreau, disparu dans la nuit du 15 décembre 1997, se dit exaspérée, mais elle ne désespère pas qu'un procès s'ouvre prochainement. Un nouveau juge d'instruction est chargé de l'enquête, Nicolas Pérez Heymanu Manutei. 27 ans jour pour jour après la disparition de Jean-Pascal Courreau, 7 juges d'instruction et 5 mises en examen, l'affaire JPK est toujours au point mort. Sa famille et ses proches tiennent aujourd'hui à partager leur agacement. Il faut qu'on exprime une certaine exaspération publiquement pour espérer faire bouger la justice. Et même le juge a reconnu que ça pouvait être utile. Donc oui, il y a une espèce de cri d'alarme public pour dire écoutez, ça suffit, 20 ans, faites votre travail, il y a des éléments. Deuxième motivation, je vous l'ai dit, c'est plus personnel, je parle du groupe familial. Comme j'ai dit, c'est lourd de porter tout ça et de croiser des gens dans la rue et de dire on ne sait pas, on ne peut pas. Voilà. Donc aujourd'hui, moi, j'ai envie de dire si nous, on a des convictions, voilà ce qui s'est passé. 27 ans, c'est quand même quelque chose que je n'ai jamais vu. Jamais. Donc je crois qu'il est temps, effectivement, d'abord pour l'image de la justice en Polynésie, qu'elle règle cette affaire. Le frère de l'ancien journaliste en est convaincu. Le mobile du meurtre est clairement identifié et l'affaire doit être portée aux assises. Pourquoi les GIP ont été mis en examen? C'est essentiellement parce qu'ils ont fait eux-mêmes des aveux en privé devant une dizaine, une quinzaine de personnes dans des conditions différentes, dans des circonstances différentes, mais toujours la même histoire qui revenait. Puis après, bien évidemment, le dossier de l'enquête, on l'a vu, on l'a étudié. Enfin bon, voilà, nous, on n'est pas sur nos convictions. Nous, ce qu'on attend, c'est ce qu'on a dit, c'est un procès. On est bien d'accord qu'il faut un procès. 20 ans après le dépôt de plainte de la famille, un nom résonne toujours et encore, celui de Gaston Floss. Pourtant, l'ancien homme fort de la Polynésie, aujourd'hui âgé de 93 ans, n'a toujours pas été entendu par la justice. Et pour cette audition, la partie civile compte sur la nouvelle juge d'instruction récemment arrivée, à condition qu'elle ait du renfort, selon l'avocat de la famille. Je crois que le nouveau juge d'instruction a besoin d'être épaulé, que quelqu'un mette de l'ordre dans le dossier. Je crois savoir que dernièrement, quand on a rencontré le juge qui a pris en charge temporairement le dossier, il a dit ben voilà, il y a encore des cartons qui ne sont pas cotés. C'est pour vous dire. Si le temps de la justice n'est pas celui des hommes, 27 ans après la disparition de Jean-Pascal, la famille Courreau souhaite quant à elle passer au temps du deuil. Rappelons qu'outre les 3 anciens agents de la flottille administrative, Miri Tatarata, l'ex-compagne de JPK et un ami proche, Francis Tin, sont également mis en examen. À ce stade, aucune thèse n'est privilégiée par la justice. Et c'est une décision de justice qui était attendue par les défenseurs des mammifères marins, la libération de Paul Watson. Le Danemark a en effet décidé de ne pas extrader le militant vers le Japon. Le fondateur de l'ONG Sea Shepherd, libéré après 5 mois de détention, son arrestation aura selon lui attiré l'attention sur l'illégalité de la chasse à la baleine. On l'écoute au micro de l'AFP. Nos navires sont prêts à repartir, l'un aux Bermudes, l'autre en Australie. Ça fait 50 ans que je fais ça, alors je ne vais pas prendre ma retraite. Si le Japon retourne dans le sanctuaire baleinier de l'océan austral, nous interviendrons. Et en juin prochain, nous irons en Islande pour intervenir contre le massacre des baleines par les baleiniers islandais, qui est également illégal au regard du droit international. Parlons énergie également dans ce journal. Après celle des groupes Sioux et MOOX, 2 fermes photovoltaïques de la société EDTNG ont été inaugurées ce matin à la presqu'île. Emma Mathieu était sur place. C'est ici, sur le site de Wharemerri, qu'est installée la plus grande des 2 nouvelles fermes solaires de la société Itonui. Au total, 16 500 panneaux ont été posés sur plus de 10 hectares. Et Maramanui, qui est la filiale hydroélectricité, qui produit 40% à peu près de l'électricité consommée par les Tahitiens,
va demain exploiter en plus les fermes solaires parce que Maramanu va être le fleuron des énergies renouvelables pour Engie Polynésie. À terme, le solaire dédié à l'électrification la journée et Maramanu la nuit, de façon à ce que ça soit complémentaire sur la journée de 24 heures. Ces fermes solaires font partie des 3 initiatives retenues à l'issue d'un appel à projet lancé par le pays en 2022. Leur particularité, la cohabitation entre énergie solaire et apiculture. Les sites de Wharemeri et Wharegou incluent un programme de développement et de formation apicole. En finalité, on pourrait en mettre jusqu'à 20-25 ruches. L'idée, c'est de former nos collaborateurs pour qu'ils arrivent à comprendre l'évolution de la ruche et à avoir les périodes de production. L'idée, c'est de promouvoir le miel, mais de promouvoir tous les produits issus du miel et une possibilité de produire du nougat. 2,28 mètres de long, 1,13 de large. Ces panneaux solaires devraient permettre de couvrir 2% de la consommation annuelle d'électricité sur Tahiti. Cela représente une production de 12 gigawattheures par an, soit l'alimentation d'environ 4000 foyers polynésiens. Le président du syndicat pour l'électrification des communes du sud de Tahiti espère pouvoir profiter davantage de ce virage vers la transition énergétique. Il souligne un paradoxe, bien que le sud de l'île produise l'énergie la moins chère, les habitants de cette région paient l'électricité au prix le plus élevé. Hormis les 2 centrales d'aujourd'hui qui vont directement injecter donc la production à l'intérieur du réseau de distribution, les principaux centres de production hydroélectrique d'électricité photovoltaïque sont implantés sur le sud. Ce que nous réclamons depuis des années, c'est de pouvoir avoir accès à cette production directement. Il faut qu'on regarde, mais j'ai envie de dire que les grands principes sur la politique énergétique, c'est qu'il faut raisonner réseau et solidarité. Donc a priori, je dirais que c'est compliqué d'aller dans son sens, parce que sinon, si tout le monde faisait la même chose, on privatiserait en quelque sorte la production d'électricité dans chaque territoire. La société a investi plus de 2,5 milliards pour construire ces 2 centrales photovoltaïques. Elle devrait passer le cap de la rentabilité d'ici une dizaine d'années. Et comme le soleil, les fêtes de fin d'année peuvent aussi illuminer les cœurs. C'est l'occasion, par exemple, pour une centaine de personnes majeures accompagnées de partager un repas, un petit geste de l'association Tutelle Gère, grandement apprécié par les bénéficiaires. Reportage de Laure Philibert et Veitiare Nauta. Café, croissant et un repas chaud, c'est le cadeau de fin d'année de l'association Tutelle Gère à ses adhérents. Créée il y a un peu plus de 20 ans, elle accompagne au quotidien des personnes majeures sous protection judiciaire. Elles sont près de 1400. Au Fénois, installée à Wharepiti, l'association Tutelle Gère on suit près d'un demi-millier. On s'occupe aussi bien de leur quotidien, de leur vie, les papiers, l'administratif, mais aussi de leur rendre aussi la vie plus agréable. Sinon, ils nous voient juste pour le gestionnaire d'argent, donc on n'a pas forcément le bon rôle. Et donc là, c'est un moment de partage, juste avant les fêtes aussi, où des fois, pour certains, ils vont se retrouver tout seuls, sans famille, pas forcément dans des lieux très, très agréables. Donc là, c'est un petit moment de plaisir de partager ensemble. C'est l'association Rimahere, elle aussi membre du groupement Temana Oteora, qui est passée derrière les fourneaux. Elle aussi suit 25 personnes majeures, protégées en permanence. Des petites barquettes à emporter, on a fait une salade de riz avec notre petit groupe là, et du poulet rôti au four avec une petite sauce barbecue. Et un petit cadeau en plus avec une petite plante, et voyant les gens dehors, sans démunis, sans moyens, ça leur faisait plaisir de contribuer à ce geste et de distribuer de la nourriture à des personnes qui sont dans le besoin en fait. Au total, une centaine de majeurs sous protection judiciaire participent à ces petits déjeuners et déjeuners partagés. La plupart préfèrent rester anonymes. Je viens parce que c'est pour manger, on vient pour manger comme c'est Noël. Alors, on fait la fête, on donne du mal, après on rentre à la maison. Les majeurs protégés ils demandent à avoir un repas de Noël. Et ils ont une seule hâte, c'est de savoir à quel moment est-ce qu'on organise Noël. Noël jour de l'an. Noël, c'est un partage entre nos majeurs protégés. Et puis on est toujours content de les voir tous réunis devant un petit repas là. Une action similaire est déployée à Moorea et une tournée dans Papeete est organisée pour distribuer les repas restants. L'association espère réitérer ce type de rendez-vous plusieurs fois par an. On reste à Papeete où le marché municipal s'anime pour les fêtes de fin d'année. Pendant une semaine, ateliers et animations sont proposés pour les enfants.
Sur place, certains ont même pu immortaliser leur rencontre avec le Père Noël. Il sera d'ailleurs possible de le retrouver au marché tout au long de la semaine jusqu'à 14h. L'occasion également de trouver de belles idées cadeaux. On écoute les précisions de Rita Ahou, responsable de l'événementiel au marché. Elle répond à Sophie Guébel. Nous aurons en fait des stands de maquillage avec Pentaface et Pitimoto. Nani également, Nani Clown, avec des démonstrations de sculptures sur ballon, spectacles de magie. Cette année, on a plus innové et on a également aussi plus développé aussi la partie décoration. Donc, je souhaiterais également remercier en fait l'équipe du marché qui s'est donnée également à fond pour cette belle décoration pour nos commerçants et la population. Un début de vacances sportives pour les participants au IHF Trophy de handball. Dominés hier par les juniors calédoniens, les U20 haïtiens se sont relancés dans le tournoi en dominant cet après-midi l'Australie sur le score de 35-31. Résumé de cette rencontre avec Désiré Teivao. Les juniors polynésiens ne sont pas passés loin d'une nouvelle déconvenue face à l'Australie. En première période, les espoirs haïtiens subissent le rythme imposé par les visiteurs. Mais les protégés de Tevahaneri s'accrochent et ne concèdent que 3 buts de retard à la pause. 19-16 pour l'Australie à l'issue des 30 premières minutes. À la reprise, la tendance s'inverse complètement. Dans ces cages, Tehawari Hiro sort parade sur parade et écœure les Australiens. En attaque, les espoirs polynésiens sont intenables. À 10 minutes de la fin, les locaux reprennent l'avantage au score et comptent jusqu'à 6 buts d'avance. Les Tahitiens n'ont plus qu'à gérer la fin de match pour l'emporter finalement sur le score de 35-31. En premier mi-temps, on a bien débuté et après on s'est relâché un peu. Et en deuxième période, on a posé les jeux pour pouvoir bien mettre en place et aller accélérer un peu plus que l'Australie. On a reçu une grosse claque par la Nouvelle-Calédonie. Il a fallu se ressaisir aujourd'hui. C'est soit aujourd'hui, soit jamais. La première mi-temps, ça a été très compliqué parce qu'on n'a pas pu jouer notre jeu et notre gardien n'était pas encore dans le match. On a pu revenir à la deuxième mi-temps. Là, on a appliqué les consignes des coachs. Grâce à ce succès, les juniors polynésiens peuvent encore espérer disputer la finale de ce IHF Trophy. Demain, il faudra l'emporter face à la Nouvelle-Zélande pour continuer leur route dans la compétition. Un joli score de nos Tahitiens à ce tournoi de handball. C'est la fin de cette édition. Ce soir, retrouvez Ramzi Malouki dans Ciné Nuit, suivi de votre film Robot. On se quitte sur des images des illuminations papier. Excellente soirée à tous.